J'imagine que tu as déjà entendu parler d'Elan School, avec toutes les vidéos qu'on peut voir sur la toile, les différents documentaires, et surtout la vidéo de Feldup qui est sortie ces derniers mois. Mais est-ce que tu connais The Doizers, la tristement célèbre école de redressement pour garçons? Scratchy, the tunes really were catchy, and especially those that said I love you so. 1er janvier 1900. Le premier campus d'Arthur J. Dozier School for Boys voit le jour dans la petite commune de Marianna en Floride. Un campus de redressement pour garçons. On peut y envoyer pour de nombreuses raisons. Pour l'exemple, si tu es un délinquant, mais aussi pour le fait d'être qualifié comme incorrigible. Entends par là, si tu fumes, si tu sèches les cours, si tu fugues de chez toi. Tu es insolent, désobéissant, enfin bref, t'as compris. Autrement, tu peux aussi y être emmené si tu ne sais pas où aller. Beaucoup d'enfants ayant été envoyés là-bas avec pour seule faute d'être orphelins. La Florida School for Boys, un autre nom qu'on donne à ce campus, est gérée par l'État de Floride. Sachez qu'un deuxième campus du même nom a été ouvert en 1955 dans la petite commune d'Okeechobee. Pendant un temps, cette institution fut la plus grande institution de réforme pour mineurs garçons aux États-Unis. École de réforme? Pourquoi dit-on cela? Aux États-Unis, il était et est encore aujourd'hui très mal vu qu'un enfant porte une maladie mentale. Le sujet au XXe siècle, et encore aujourd'hui donc, est vraiment très tabou. Les parents préférant s'auto-juger incapables d'éduquer correctement leur enfant que d'avouer ou d'entendre parler de maladie mentale. C'est pour cela que de nombreux centres de réforme pour enfants, pour mineurs, ont été créés aux États-Unis dans le XXe siècle. Comme donc la très célèbre Elan School que j'ai citée précédemment, mais aussi l'école de redressement pour garçons de Floride, qui va nous intéresser aujourd'hui. Sachez que nous allons essentiellement nous intéresser au campus de Marianna. Bref, comment est-ce que ce campus fonctionne? D'abord, il faut savoir que c'est un internat, et que donc les élèves, les pensionnaires, passaient donc 24 heures sur 24 dans le campus. Mais il est notable que les visites et autres contacts familiaux sont strictement interdits, hormis les lettres. Mais il y aura des choses à préciser avec celle-ci. Donc, aucun contact avec le monde extérieur n'était possible. Il est aussi très important de noter que les Noirs et les Blancs étaient séparés dans le campus, les États-Unis restant toujours aussi racistes. Il y avait 3 principaux domaines d'enseignement. Le premier, c'est l'école. Enfin, l'école comme on la connaît, je veux dire. Mais bon, en fait, c'est pas du tout comme nous on la connaît, entre guillemets. Parce que c'était vraiment très très light. On n'était pas là pour former des gens qui allaient à l'université. C'était à peine si on pouvait essayer de maintenir un niveau très faible, voire médiocre, mais qu'on soit pas vraiment dans le il sait pas lire. Le second domaine était le sport. Car, semble-t-il, il fallait faire en sorte que les délinquants puissent se défouler. Puis arrive le troisième et dernier domaine, le travail. On formait les garçons aux travaux de paysans, de maçons, et tout ce qui était travaux manuels. De quoi en faire de bons artisans, entre guillemets. Maintenant, il me semble important de préciser de nombreuses choses. D'abord, il faut savoir que le campus de Marianna fait 600 hectares de surface. Ce qui est gigantesque. C'est une ville en somme. Et que de nombreux gardiens armés parcourent le domaine jour et nuit. Et que des grilles entourent le campus. Autant vous dire qu'il est impossible de s'enfuir de là-bas. De plus, toutes les lettres envoyées ou reçues de votre famille étaient modifiées, pour qu'aucune sorte de sonnette d'alarme ne puisse être sonnée. Tout ça pour vous faire comprendre qu'il est impossible de s'en aller. Si vous rentrez dans le campus de Marianna, si vous rentrez dans l'Arthur J. Dozier School, vous y resterez jusqu'à la fin du cursus. Bon, c'est bien joli tout ça, hein, ce petit système, bon, ça a l'air un peu sévère, mais bon, ça va quoi. Commençons les hostilités. Sachez que la politique éducative du campus était très stricte, mais elle était aussi extrêmement répressive. D'après un rapport d'inspection de 1903, beaucoup des jeunes garçons pensionnaires là-bas marchaient avec des chaînes attachées aux pieds, comme des prisonniers. Ils se baladaient pieds nus, chaîne aux pieds, pendant toute la journée, en faisant leurs travaux et l'école, etc. Tout ça pour avoir, semble-t-il, commis des bêtises. Mais bon, ces gosses, c'est des délinquants.
c'est normal, c'est comme si c'était en prison quoi. Je vous rappelle quand même que ce sont des gosses qui vont d'environ 6 ans jusqu'à 18 ans maximum. Bref, on pouvait être puni de plusieurs façons, comme par exemple les classiques lignes à copier. Mais ça, c'est quand Dieu avait la grâce de vous épargner. L'une des plus tristement célèbres techniques de punition là-bas était le fouet. Les pensionnaires qui allaient se faire punir étaient emmenés dans ce qu'on appelle la Maison Blanche. Légèrement à l'écart du reste des bâtiments, elle restait l'endroit le plus célèbre au sein du campus. Pourquoi ? Car celle-ci abritait quelques chambres, avec quelques lits de bois, des petites fenêtres troubles, des murs et des draps couverts de sang séché, et surtout un énorme système de ventilation industrielle ultra bruyant. Mais pourquoi est-ce qu'il était là ce putain de ventilateur ? Samuel le retour ? Tu me déçois beaucoup, Samuel! Non, pas Samuel. Et non plus pour réguler la chaleur, mais bien pour étouffer les cris de douleur des jeunes garçons battus là-bas. Ils étaient fouettés jusqu'à ce qu'ils saignent ou s'évanouissent, et ça, je le redis encore, c'est quand les gardes étaient gentils. Robert Straley, envoyé là-bas pour avoir fugué de chez lui, raconte. À l'époque, je faisais 48 kilos et je me faisais déjà chahuter dans le dortoir. Je suis allé m'asseoir avec un groupe de garçons. Ils parlaient de s'échapper, mais moi, j'en avais assez de m'enfuir. Et je trouvais que l'endroit n'était pas si mal. Alors j'ai dit que j'allais y rester. Mais quelqu'un derrière nous a entendu parler et nous a mouchardés. Vers 8h, Troy Tidwell, le gardien manchot, nous a emmenés à la Maison Blanche. Ils ont ouvert la porte et ils nous ont fait aligner contre le mur extérieur. Ils ont démarré un ventilateur industriel pour que son vacarme couvre les cris des garçons. J'étais le dernier de la rangée. Je n'avais jamais entendu quelqu'un pleurer et hurler de douleur de la sorte. Quand les garçons sortaient, ils baissaient la tête et serraient leurs mains dans leur entrejambe. Ils avaient un regard vitreux et ils marchaient comme des automates. Quand mon tour est venu, j'étais déjà en état de choc. C'était comme dans un rêve, je ne pouvais tout simplement pas me figurer ce qui était en train de m'arriver. On m'a fait entrer. Il n'y avait qu'un simple matelas, tout taché. Et ils m'ont dit de m'allonger et de ne pas lâcher le tube en métal à la tête du lit, mais je l'ai lâché parce que je voulais voir avec quoi ils me frappaient. Quand je me suis retourné, 2 hommes étaient penchés sur moi. Ils m'ont attrapé par les bras et les jambes, et j'ai pris 10 coups de plus. Mais j'ai vu ce qu'ils utilisaient. Ça faisait une 10aine de centimètres de large, 3 épaisseurs, avec une double couture et une lame de métal au milieu. C'était aussi lourd qu'une batte de baseball. Si on essayait de s'enfuir, on recevait 100 de ces coups de fouet. Jamais je n'oublierai ce garçon qui devait avoir 15 ans, je pense. Il était peut-être un peu plus grand que moi. Il l'avait fouetté au point de lui arracher la peau, depuis le bas du dos jusque sous les fesses. C'était comme un steak haché. La plupart des enfants sortant de la Maison Blanche en sortaient assis sur un fauteuil roulant. Mais comme je l'ai dit, là, les gardiens étaient encore gens. Car il faut savoir que plus de 50 corps ont été retrouvés. Environ une 50aine de sépultures dans les bois, dans un cimetière au sein du campus. Mais comment des enfants meurent et personne n'est alerté? Rien n'alertait les forces de l'ordre? D'abord, rappelez-vous que c'est l'État de Floride qui gère l'endroit. Les membres du personnel pouvaient donc faire ce qu'ils voulaient, étant donné que les contrôles étaient extrêmement rares. De plus, à chaque décès, les surveillants envoyaient un courrier aux familles expliquant que l'enfant était mort d'une pneumonie par exemple, parfois même alors que l'enfant était arrivé au campus 1 ou 2 semaines avant la date de sa mort. Mais du coup, comment ces enfants mouraient-ils ? D'abord, certains mouraient des traditionnels coups de fouet, mais d'autres subissaient divers châtiments toujours aussi violents. Comme Mr. Earl Wilson. Il fut envoyé au campus de Marianna avec son frère Huber à l'âge de 12 ans pour vol. Dès son premier jour là-bas, il fut affecté à la boîte à sueur, une boîte de 2 mètres cubes, à partager avec 8 autres camarades, avec pour faire ses besoins une sorte de bassine et très peu à manger. Earl mourra 72 jours après son arrivée, et 4 de ses camarades de cellule furent accusés de son meurtre. Mais la réalité des choses, d'après ses camarades et le médecin légiste, il serait mort d'asphyxie, lui ayant rembourré le nez avec du coton parce qu'il avait osé fumer dans le campus. De plus, pendant son séjour, il faut ajouter que les personnes présentes dans la boîte à sueur
se faisait battre à mort environ 3 à 4 fois par jour. Mais il y a pire que cette histoire, car il était courant là-bas que les gardiens fassent des passes. Oui, des passes. Tu ne comprends pas ? Je vais t'expliquer. Mets-toi dans le personnage. Tu es un garçon, pensionnaire. Tu es forcé à suivre un des gardiens. Tu es emmené dans la Maison Blanche, dans une pièce que tu n'as jamais vue. En passant, tu jettes un œil dans une des chambres, et tu aperçois un cadavre d'enfant en décomposition. Puis, par réflexe, tu te retournes pour échapper à cette vision d'horreur. Et tu vois de l'autre côté Jason, ton ami, inconscient et couvert de sang. Le dos détruit par les coups de fouet. On te place dans une salle, on ferme la porte et on t'attache les mains et les pieds. Puis tu attends, de longues minutes. Qu'est-ce qui m'attend ? Bref, à peine le temps de la réflexion, la porte s'ouvre à nouveau. Et tu vois plusieurs hommes, nus, excités, certains armés de fouets et d'autres avec des objets plus étranges. Bref. Arrêtons cette vision d'horreur, je pense que tu l'as compris. Le trafic d'enfants pour les utiliser comme objets sexuels était de rigueur dans le campus de Mariana. Tous les enfants le savaient. Tous, sans exception. Environ 10% des pensionnaires du campus de Mariana sont allés dans cette pièce. Se sont fait parfois tuer, d'autres violer. Quel était le nom de cette pièce ? Le donjon du viol. Il existe d'autres témoignages et d'autres petites anecdotes à raconter, entre guillemets, même si c'est pas vraiment des anecdotes comme celle de McFly et Carlito, sont celles de Thomas McSwain, que je vais vous raconter. Thomas McSwain raconta l'histoire suivante. Un rescapé de ce pensionnat m'a raconté qu'une nuit, où les gardiens auraient réveillé les garçons dans la partie de l'école réservée aux blancs, les auraient emmenés dans l'obscurité jusqu'à un pré, leur auraient donné des armes et leur auraient dit de tirer sur tout ce qui bougeait. Puis, ils auraient allumé des projecteurs, illuminant des garçons noirs qui cherchaient à fuir et sur lesquels il a fallu tirer. Sachez que dans le cimetière, après exhumation, des corps ont été retrouvés avec des balles, des impacts de balles sur leur squelette. Bref. Le lieu est horrible, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas espérer que la solidarité au sein des élèves puisse rendre le lieu un peu agréable ? On peut se soutenir entre garçons vivant l'horreur, non ? Imaginez, vous êtes avec des gens et vous-même êtes condamné à errer dans ce campus. Vous dormez tous dans une même pièce, les lits de 80 cm de large, collés les uns aux autres. D'après John Trott, qui était étudiant en justice pour mineurs quand il est venu visiter l'école en 1965, on m'a emmené voir un dortoir. Les couchettes étaient si serrées les unes contre les autres qu'elles se touchaient toutes. Il s'y trouvait une 50aine de garçons et personne n'était debout pour les surveiller. Je savais que ce n'était pas bien. Je suis sûr qu'il y avait des agressions sexuelles entre garçons. Autant vous dire que l'état psychologique des pensionnaires était désastreux. Ils étaient tous seuls mais ensemble face à l'enfer. Un enfer pervers et abusif, entouré par nos semblables, parfois plus forts que nous, mais qui ont tous ce point en commun, c'est que plus aucun n'a d'espoir. Et un être humain qui perd espoir deviendra fou, quoi qu'il arrive. Deviennent de grands délinquants, des meurtriers, ou se suicident après le passage là-bas. Mais nous parlions d'espoir. Sachez qu'il y en a un maintenant. En 2011, le campus de Dozier School ferma définitivement ses portes, grâce à l'engouement que... Non. Il ne ferma pas ses portes car l'État de Floride reconnaissait son erreur. Il ferma ses portes par manque de moyens, comme Elan School. Des associations comme celle de Jerry Cooper, du nom de White House Boys, qui ont par exemple obtenu le droit d'exhumer des corps pour prouver les meurtres, n'ont rien pu faire. Sache que personne ne subira le revers de la médaille des actions passées. L'État de Floride jugeant qu'il était en quelque sorte irresponsable, mais surtout que la plupart des gens qui ont commis ces actes sont maintenant décédés depuis des dizaines d'années.
Il jugea aussi que rien ne pouvait en réalité être prouvé. Mais bon, tous ces enculés de politiciens de Floride ont tous toujours entendu de la bouche de leurs parents que s'ils faisaient des bêtises, ils allaient être envoyés à Dozier School. Et oh, ça les terrorisait. Mais non, il ne se passait jamais rien là-bas. On n'a pas retrouvé et estimé environ entre 90 et 98 cadavres d'enfants là-bas. C'est fou à quel point les États-Unis et le monde en général renient les maladies mentales. Personnellement, je ne me verrais pas m'écarter de mon propre gosse pour simple fait qu'il ait une maladie mentale. Comment est-ce que je pourrais m'écarter de mon propre enfant pendant plus de 10 ans avec interdiction de le prendre dans mes bras parce que j'ai peur qu'on me juge parce que mon enfant serait malade? Bref, maintenant, je vais énumérer certains noms des personnes qui ont été exhumées et dont on a pu prouver le meurtre, accompagné de la cause des décès officiels émises par la Dozier School à l'époque. Sachez que tous ces noms sont trouvables sur le site internet de White House Boys, en hommage à toutes ces pauvres personnes. Leonard Simons, 9 mai 1919, aucune cause de décès. Nathaniel Sawyer, 12 décembre 1920, aucune cause de décès. Arthur Williams, 26 février 1921, aucune cause de décès. Schley Hunter, 15 avril 1922, pneumonie. Calvin Williams, 31 décembre 1922, aucune cause de décès. Charlie Overstreet, 19 août 1924, décédé lors d'une amygdalectomie. Edward Fanders, 18 mai 1925, noyé. Walter Askew, 18 décembre 1925, aucune cause de décès. Noe Davis, 8 février 1926, pneumonie. Robert Rodden, de Saint-Pétersbourg, 8 mai 1929, pneumonie. Samuel Bethel, 15 octobre 1929, tuberculose. Lee Smith, 5 janvier 1932, grippe. Joe Stephens, le 9 mai 1932, est tombé d'un mulet. Thomas Vernado, 26 octobre 1934, pneumonie. Richard Nelson, 23 février 1935, pneumonie. Robert Cato, 24 février 1935, pneumonie. Grady Huff, 4 mars 1935, néphrite aiguë, trouble rénal. James Joseph Hammond, 2 mai 1936, tuberculose. George Owen Smith, 24 janvier 1941, fugue retrouvée sous une maison. Le certificat de décès n'indique aucune. Earl Wilson, 31 août 1944, étranglé et battu par 4 camarades de classe. Billy Jackson, 7 octobre 1952, infection rénale. Fin, j'ai une petite surprise pour toi. Je pense que tu as dû voir, si tu es abonné, que j'ai de nombreuses vidéos en fait qui apparaissent souvent sur ma chaîne avec des noms un peu bizarres, des liens, des trucs comme ça. Et en fait, ce sont des espèces d'indices qui vont vous expliquer le prochain sujet de la vidéo ou sur quoi pourrait porter le sujet de la prochaine vidéo. Bref, encore merci pour les 100 abonnés, je suis très content. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo. Mes sources sont en description. Bref, c'était Kuma, à la prochaine.